peux écrire dans les commentaires, comme ça, après, on pourra réexpliquer. Sinon, docteur Denis, si tu peux avoir des images sur des utérus cloisonnés, si tu peux, pendant qu'on est là, chercher déjà pour pouvoir montrer tout ça. Ok. Alors, donc, je disais, on a des utérus qui sont cloisonnés. Du fait de la cloison, elle peut empêcher, sinon ne pas permettre la bonne, justement. Ça vient, madame. Ça peut empêcher la bonne implantation de l'œuf au niveau de l'utérus. On a des fibromes qui sont implantés proche de la cavité utérine, sinon dans la cavité utérine. Alors, je vais vous faire représenter l'utérus comme ce que j'ai l'habitude de dire à la plupart de mes patients. L'utérus ressemble à un avocat, tout simplement. Exactement comme l'avocat. Bah, après, vous ajoutez à ça les trompes et puis les ovaires. Mais sinon, l'utérus en soi ressemble à un avocat. Et vous pouvez bien sûr imaginer cet avocat euh, avec un noyau, bien sûr. Et chacune de nous, sinon chacun de nous, quand il veut manger l'avocat ou quand il coupe, on se rend compte qu'il y a une fine membrane qui reste donc collée au noyau de l'avocat, sinon des fois collée à la chair de l'avocat, n'est-ce pas? Alors, on va dire que là où s'implante le noyau, là où se trouve le noyau de l'avocat, c'est exactement là où doit s'implanter la grossesse. OK? Et donc, cette cavité-là s'appelle, c'est ce qu'on appelle par euh, voilà, la ligne endocavitaire, en fait, endo pour endomètre, et puis cavité pour cette ligne-là. Et c'est de cette ligne-là qu'est produite les règles. C'est au niveau de cette ligne-là que s'implante euh, le fœtus, sinon l'embryon. Voilà, s'implante l'embryon. Et l'utérus qui ne porte pas de grossesse, c'est un avocat. On dit un avocat ou un avocat? Un avocat. Un avocat, ok. Donc, c'est un avocat sans noyau. D'accord? Mais qui contient juste cette fine membrane qui sépare les deux chairs de l'avocat. Et c'est à ça que ressemble un utérus sans grossesse. Et quand va s'implanter la grossesse, ben, ça ressemble exactement à un avocat avec un noyau. Maintenant, il arrive de ces personnes à la place de la grossesse au niveau de cette fine membrane, on a ce qu'on appelle par des polypes endométriaux. Donc, c'est des petites formations qui occupent la cavité, donc occupent cette fine membrane, entraînant beaucoup de saignements. Ça peut être amium, qui va entraîner beaucoup de saignements. Et qui dit beaucoup de saignements, ça veut simplement dire qu'on n'a plus le contrôle sur son cycle et la personne perd du sang tout le temps. Il faut y remédier si elle veut porter une grossesse. D'accord? Ou encore, la cause peut être due à une insuffisance cervicale. Alors, l'insuffisance cervicale, c'est simplement ce que j'imagine bien. Je pense que chacun de vous a déjà peut-être entendu à l'hôpital, sinon un parent où on a parachuté qui a fait une fausse couche et puis on a parlé de béance cervicale. Ça veut simplement dire que le col de l'utérus ne se ferme pas correctement, sinon n'arrive pas à rester fermé correctement et au bout d'un moment, ça s'ouvre tout naturellement et ça laisse expulser ce qui est à l'intérieur. D'accord? Alors, à côté justement des causes anatomiques, on a ce qu'on appelle par des facteurs endocriniens. D'accord? Certaines maladies endocriniennes, donc endocrinien, justement, c'est tout ce qui se rattache aux hormones, hein, d'accord? Toutes les pathologies liées aux hormones et tout. Donc, le diabète mal contrôlé, euh, le syndrome des ovaires polykystiques, une insuffisance en progestérone. Donc, tout ce qui est anomalie au niveau des hormones peut être responsable pour la plupart d'entre elles, ou sinon peuvent favoriser la survenue de fausses. D'accord? Alors, on a les causes immunologiques et génétiques. Alors là-dessus, on parle plutôt d'anomalies chromosomiques au niveau de l'embryon. Donc l'embryon lui-même déjà en soi est porteur d'une anomalie. Et quand cette anomalie vient s'implanter, quand en fait, l'embryon porteur d'anomalie vient s'implanter au niveau de l'utérus, j'ai l'habitude de dire aux patients, notre organisme ressemble un tout petit peu à l'océan, on va dire l'océan Atlantique,
qui rejette tout ce qui est déchet. Et donc, dès lors que ce qui vient s'implanter dans le corps, l'organisme le reconnaît comme étant porteur d'une anomalie, ben, il rejette tout simplement. Si surtout encore, si l'anomalie est incompatible avec la vie extra-utérine, il interrompt le système et laisse couler la grossesse. Mais à côté de ça, on a ce qu'on appelle par des maladies auto-immunes comme les syndromes des antiphospholipides. Comme le syndrome des antiphospholipides, qui va favoriser la formation des caillots de sang, des caillots dans les vaisseaux du placenta. Et justement, va favoriser la survenue de fausses couches. D'accord? En gros, le syndrome des antiphospholipides, en fait, quelque part, ce sont nos propres anticorps qui luttent contre nous-mêmes et qui rejettent. Voilà, pour faire simple, en français facile. Alors, à côté de ça, on a ce qu'on appelle par l'impact environnemental, qui bien sûr, là, on a le tabac, l'alcool, les drogues, certaines professions, d'accord, qui peuvent justement occasionner la survenue de grossesse. OK? Alors, le rôle du père. Beaucoup pensent que, en fait, pas beaucoup, pratiquement tous les hommes, hein, j'ai presque envie de dire tous les hommes, pensent que bah, leur rôle suffit à déposer du spermatozoïde. Une fois qu'ils ont déposé le spermatozoïde, ben, ça y est, ils ont fini leur mission et le reste, c'est pas leur problème, en fait. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que le spermatozoïde qui a été déposé est de bonne qualité? Est-ce qu'il est porteur d'anomalies ou pas? Est-ce qu'il est assez vigoureux pour accomplir sa mission, c'est-à-dire traverser la filière génitale, traverser l'utérus, traverser les trompes, aller féconder l'ovule et revenir pour pouvoir s'implanter au niveau de l'utérus? Est-ce que ce spermatozoïde est capable, en fait? Il ne suffit pas. Je pense qu'on est en milieu autorisé, hein, donc ça nous permet de dire certaines choses, n'est-ce pas, docteur? C'est pas bien. Donc, il ne suffit pas de déposer du sperme pour penser que dans le sperme que l'on a déposé, il y a tout pour pouvoir féconder un ovule. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, en fait. C'est pour vous dire, messieurs, s'il vous plaît, cela ne s'arrête pas seulement à déposer du sperme. On va bien plus au-delà, en fait. D'accord? Alors, et on a constaté aussi qu'en matière de fœtus, les investigations médicales se concentrent plus sur la femme. Donc, c'est elle qui a reçu. On va dire qu'elle a perdu parce qu'elle n'a pas pu garder. Mais il reste à savoir, est-ce que ce qu'elle avait reçu était bien? Est-ce que c'était quelque chose de correct? Est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait garder? Mais malheureusement, quand elle vient à l'hôpital, elle est seule, souvent seule. Et même si elle est accompagnée, le bilan ne se concentre que sur elle seule, malheureusement. Et donc, il est grand temps de changer les choses, messieurs qui êtes là. Et mesdames qui êtes là, parce que moi, vos partenaires, hein, il est grand temps de voir les choses de façon un peu plus différente maintenant. Alors, il faut savoir aussi que la grossesse, ben, c'est le résultat de la contribution génétique de deux parents à part égale. Donc, chacun apporte son patrimoine génétique, 50% de part et d'autre. D'accord? Donc, il est plus qu'important pour les pères, eux aussi, de s'impliquer en ce qui concerne euh, le projet, sinon le projet d'apporter une grossesse jusqu'à son terme. OK? Alors, parlons un peu de la qualité du sperme. J'en ai parlé tout à l'heure un peu vite fait. Alors, on dit que la qualité du sperme ne se résume pas à la capacité de féconder un ovocyte. C'est ce que je dis tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on a déposé le sperme que ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir féconder un ovule, un ovocyte. D'accord?
on a bien plus besoin, on a besoin de bien plus en fait. Un spermatozoïde peut être capable de pénétrer l'ovocyte et d'initier la fécondation, tout en portant en lui des dommages invisibles à l'examen standard qui comprometteront le développement ultérieur de l'utérus. Alors, ça veut simplement dire que c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que le spermatozoïde en soi, ou sinon vu de façon grossière comme ça, macroscopiquement, il a l'air d'être en état pour pouvoir féconder l'ovule en fait. Mais on ne peut pas savoir tout de suite si ce spermatozoïde qui paraît normal est porteur d'anomalies. Et d'anomalies qui peut être délétère pour la grossesse, en fait, pour l'évolution de cette grossesse. D'accord? Et donc, il y a eu des études justement qui ont montré qu'une fragmentation élevée d'ADN spermatique est associée à un risque significatif accru de fausses couches. Donc, il y a des spermatozoïdes aujourd'hui et il y a des preuves scientifiques qui en plus là, qu'il y a des spermatozoïdes qui portent des anomalies au niveau de leur ADN. Et ces anomalies-là vont compromettre la grossesse à venir. D'accord? Donc, il faut retenir déjà qu'un couple qui traverse des fausses couches, ou même déjà dès une fausse couche, doit systématiquement s'arrêter et chercher à investiguer tous les deux ensemble. Alors, regardons un peu plus la santé masculine à la loupe. Il faut savoir que le mécanisme biologique par lequel la santé masculine peut influencer le risque de fausse couche sont réels, documentés, scientifiques, mais encore peu connus malheureusement. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas encore vraiment parce que c'est en cours d'études et tout. Mais les premières analyses, sinon les premiers résultats, euh, se sont rendus compte bien sûr que l'ADN spermatique lui-même, il peut être compromettant. D'accord? Il peut poser des problèmes. Il peut avoir des cassures, il peut avoir des dommages au niveau de sa constitution, empêchant ainsi l'évolution de cette processus. Mais à côté de ça, justement, on a d'autres anomalies chromosommiques justement qui peuvent influencer aussi. Et il est plus qu'important, alors si de Dieu, on va jusqu'à réaliser des cariotypes, il ne suffit pas seulement de faire le spermogramme, mais il faut aller chercher à savoir est-ce qu'au niveau du cariotype de cette personne-là, donc de quoi il est constitué génétiquement parlant, est-ce qu'il y a des anomalies? Et j'espère, je crois, fermement, qu'on en arrivera à ce stade-là ici dans notre pays. D'accord? Alors, il y a d'autres facteurs, en fait, aussi qui peuvent influencer, hein, pour la plupart. Ce sont, excusez-moi, voilà, donc je disais qu'il y a d'autres facteurs qui sont souvent ignorés, hein, le spermogramme. Alors, en ce qui concerne le spermogramme, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai pas mal de problèmes avec les personnes qui viennent en consultation, les hommes, ils n'aimaient pas faire de spermogramme. Alors, j'aimerais préciser une chose. La femme, de la même manière que la femme qui a eu 3, 4, 5, 7, 10 enfants, va venir en consultation pour désir de maternité parce qu'elle présente un problème de fertilité secondaire ou parce qu'elle n'arrive pas à mener ses grossesses à terme, de la même manière, l'homme peut présenter une infertilité secondaire. Donc, ce n'est pas parce que vous avez eu toute une équipe de football, messieurs, que forcément que tout va bien. À un moment donné, pour une raison ou pour une autre, il peut arriver que ça ne va pas en ce moment-là. Et quand c'est comme ça, autant consulter et accepter de faire le spermogramme. Les hommes ont du mal à faire le spermogramme. Très peu reviennent avec leurs résultats. Très peu. Beaucoup ne l'acceptent pas. Ils pensent qu'on remet en cause le fait qu'ils soient pères de leurs enfants, ou on remet en cause le fait qu'ils soient à même de pouvoir on me parle même carrément d'impuissance, voilà. On pense que quand on demande un spermogramme, les hommes pensent que non, c'est en train de dire qu'ils sont impuissants. Non, ça n'a rien à voir. Dans le spermogramme, quand on demande un spermogramme, on ne se contente pas de demander juste un spermogramme ou d'analyser juste le spermatozoïde qui est là. On va chercher à savoir si dans le liquide séminal qui était éjaculé, donc le sperme, est-ce qu'il contient une infection qui peut justement être la cause d'une anomalie du spermatozoïde.
Donc, c'est plus qu'important de pouvoir réaliser le spermogramme. Plus tôt on sait où se trouve le problème, plus tôt on agit. Mais plus tard, plus vous gardez le problème pour vous, plus ça devient compliqué. Et on comprend parfaitement que c'est difficile pour un homme, en fait, de venir se dévoiler, surtout quand il s'agit de son intimité. Mais on n'est pas là pour vous juger, on est là au contraire pour vous aider et pour vous accompagner. D'accord, messieurs? Alors, les facteurs de risque masculin identiques. Alors, il faut savoir que la qualité du sperme et l'intégrité de l'ADN spermatique sont directement influencées par le mode de vie. Je répète, la qualité du sperme et l'intégrité de l'ADN spermatique sont directement influencées par le mode de vie, l'environnement professionnel et l'état de santé général de la personne. Ces facteurs sont en grande partie modifiables, ce qui représente une opportunité concrète d'agir. D'accord? Donc, là où vous travaillez, là où vous êtes exposé, ce que vous faites au quotidien, ce que vous mangez, ce que vous faites comme activité, tout ça peut influencer sur la qualité du sperme. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des facteurs qui peuvent être modifiés. C'est ça la bonne nouvelle. Ça peut être modifié. Donc, ce n'est pas parce qu'on a trouvé une anomalie au niveau du spermatozoïde euh, sans plus, en fait, que ça veut forcément dire que le problème il est définitif, il n'y a pas de solution. Non, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution aujourd'hui. Et les habitudes de vie que l'on reproche surtout, c'est le tabac, l'alcool, ça revient toujours, les drogues. Ah, euh, aujourd'hui, il y a quelque chose que l'on constate, surtout avec la génération actuelle, notre génération actuelle, c'est l'utilisation, je ne sais pas si je dois dire abusive ou exagérée, d'aphrodisiaques. D'accord? Alors, j'ai pas d'études qui démontrent que les aphrodisiaques que l'on prend aujourd'hui ont un impact sur la santé sexuelle des hommes. Je n'ai pas d'études, mais j'ai bien peur que dans 2 matins, on se retrouve avec des problèmes à cause de l'utilisation abusive, je parle bien de abusive et exagérée d'aphrodisiaques. D'accord? Quand j'ai fait une émission sur les troubles de l'érection avec le professeur Angel, l'intégralité de l'émission se trouve sur la chaîne YouTube de Tadinatou. Et là-bas, justement, il, il nous fait comprendre que les aphrodisiaques, en fait, ils ont une indication thérapeutique. Donc, c'est sur ordonnance médicale. Donc, on ne devrait pas les prendre comme ça parce qu'un ami nous a dit, ben, tiens, faut essayer, il est bon et tout. Et que ça devienne une habitude. Attention parce que surtout les sujets jeunes qui prennent des aphrodisiaques, on se demande pourquoi en fait. Parce qu'il est jeune, il a un bon cœur, en tout cas son cœur est encore de bonne qualité. Il commence à prendre des aphrodisiaques aujourd'hui, mais à 45 ans, à 50 ans, pardon, à 55 ans, comment va réagir ce cœur-là face à lui? Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui décèdent leur mal à main. Ce qui est dommage, malheureusement. Donc, c'était une parenthèse. Revenons à notre sujet. Donc, on parlait de tabac, on parlait d'alcool, de la prise de drogue, la sédentarité et l'obésité. Le fait de rester sur place, de ne pas faire d'activité sportive. Ça, justement, ça peut altérer la qualité de notre vie sexuelle. D'accord? Alors, l'environnement professionnel dans lequel on travaille, lorsqu'on est exposé à des toxiques, des pesticides, des herbicides, des solvants organiques, la chaleur excessive. Alors, ici, après moi, j'ai l'habitude de poser la question aux couples qui viennent en consultation, monsieur, vous travaillez où? Ou dans quel domaine vous travaillez? Parce que c'est très important. Quand j'ai affaire à quelqu'un qui est en zone de chaleur excessive, soudeur et tout, mer ou pas, mais bref, il est exposé à certaines choses, à certaines radiations,
tout de suite, ça nous met déjà la puce à l'oreille. Ça nous dit déjà ce qu'on pense qu'on va savoir. D'accord? Donc, justement, les radiations, toutes ces choses peuvent être délétères pour la santé de, j'allais dire de nos spermatozoïdes. Mais bref, vous comprenez de quoi je vais parler. D'accord? Alors, la santé générale, justement, l'obésité. L'obésité peut être un facteur euh, qui peut influencer la qualité du spermatozoïde. On a des troubles hormonaux également, qui peuvent également être des facteurs qui peuvent influencer les troubles hormonaux comme l'hypogonadisme, comme le diabète de type 2, l'hyperthyroïdie. Tous peuvent impacter la fertilité masculine. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe en vrai, en fait, quand il s'agit des fausses couches, hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois que notre organisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ressemble à un océan, a remarqué que ce qui est rentré est un déchet et c'est quelque chose qui peut aller jusqu'au bout, bah, aussitôt, il arrête, il interrompt le développement. Tout de suite, il va interrompre le développement et il va sortir une chute des hormones qui va enchaîner avec une expulsion utérine du produit de conception qui était d'accord. Donc, on a une anomalie. Effectivement, dans cet embryon qui vient de s'installer au niveau de l'utérus, au niveau de la paroi de l'utérus ou pas. Des fois, c'est même pas encore un embryon. D'accord. Je vous envoie le lien de la chaîne tout à l'heure, tout de suite, dès que je finis de parler. Je ne peux pas faire de ces gars, pas faire de ces à la fin. Je vous envoie le lien tout à l'heure. Sinon, j'envoie un docteur de mythe. Comme ça, il pourra vous partager tout de suite. Donc, je disais que une fois que l'organisme a détecté l'anomalie, le corps, sinon, va s'arrêter. Sinon, voilà, le processus de développement va s'arrêter. Ça va mettre un frein. Et dès qu'il va s'arrêter, tous les hormones qui viennent avec la grossesse vont chuter brutalement et ça va entraîner l'expulsion hors des voies utérines du produit de conception. D'accord? En fait, tout le blabla, tout ce texte-là, c'est ce que ça veut simplement dire. Alors, pourquoi explorer le couple? Face à des fausses couches à répétition, l'investigation médicale doit impérativement concerner les deux partenaires. C'est vraiment impérativement. Se limiter à examiner la femme, c'est risquer de passer à côté d'une cause identifiable et traitable du côté de l'homme. Donc, on ne peut pas seulement examiner madame. Il faut examiner le couple, donc monsieur et madame. Et cela passe justement par un spermogramme qui va être demandé chez monsieur, bien sûr, qui est l'examen de base pour la fertilité masculine. D'accord? Donc, il va apprécier la concentration, donc le nombre de spermatozoïdes qui est éjaculé dans ce liquide, là, dans le sperme, combien de spermatozoïdes il y a en liquide. Il va apprécier la mobilité. Est-ce qu'ils sont assez mobiles? D'accord? Il va apprécier également sa morphologie. D'accord? Et alors, sur d'autres cieux, aujourd'hui, on fait des tests de fragmentation de l'ADN spermatique qui permettent de rechercher d'autres anomalies que l'on ne peut pas découvrir avec un spermogramme simplement. Il y a le karyotype paternel également qui se fait ailleurs, d'accord, qui va un peu plus loin que l'ADN spermatique. Et ça va. Est-ce que, du point de vue de notre gène, est-ce on est porteur d'anomalies qui peuvent être délétères pour la progéniture? Et justement, avant tout ce client, ça passe bien sûr par un interrogatoire. Donc, monsieur et madame sont reçus en consultation. On, on interroge monsieur, on interroge madame, on cherche à savoir quels sont les antécédents, bien évidemment, parce que c'est très important. Une personne qui vient après une fausse couche, on la prendra au sérieux, c'est vrai, mais c'est un peu plus différent qu'une personne qui vient en consultation après 3, 4, 5
fausse couche spontanée. D'accord? Donc, il est très, 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 très important de les écouter tous les deux, de les écouter individuellement et de demander le bilan qui va avec. Alors, le spermogramme et tout ce qui va avec ça, c'est du côté de l'homme. Du côté de la femme, justement, on a également d'autres examens, chercher à savoir justement d'abord le statut utero-annexiel par l'échographie, justement, qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans cet utérus, est-ce qu'on a une anomalie au niveau de cet utérus qui peut expliquer tous ces problèmes-là, d'accord? Et pour faire simple, en fait, j'ai envie de dire, j'ai envie de vous expliquer simplement ce qui se passe quand, quand le spermatozoïde est déposé au niveau des voies vaginales. Alors, le spermatozoïde qui est déposé, il doit traverser plusieurs obstacles avant d'aller féconder les œufs. Il doit traverser le vagin. Donc, si le vagin, au niveau du vagin, on a une infection, il n'ira pas plus loin. Il va mourir là. Donc, il est plus qu'important de demander un bilan infectieux. Il va traverser l'utérus. Donc, si au niveau de l'utérus également, on a des obstacles de type myome qui envahissent la cavité utérine, donc, rappelez-vous, la cavité utérine, on a parlé, on a dit, cet avocat-là, sans noyau, juste avec cette fine membrane qui est collée au noyau souvent, qui sépare les deux chairs. Donc, si au niveau de cette fine membrane, on a des obstacles, il n'ira pas plus loin, lui également. D'accord? Voilà pourquoi il est important de demander l'échographie. On va aller au niveau des trompes. Il va falloir s'assurer que le spermatozoïde, lui, il arrive à traverser les trompes. C'est là où on demande ce qu'on appelle par la radio des trompes. Autrefois, les gens, il y avait cet examen-là qu'on appelait l'hystérosonographie, hein, dans le jargon, dans la rue, j'ai entendu dire, on appelait ça, voilà, on souffle les trompes. Ça se faisait avant, aujourd'hui, ça se fait plus. Donc, on soufflait les trompes. Donc là, aujourd'hui, on fait une radio des trompes, c'est ce qu'on appelle par l'hystérosacrandotale. Et donc, ça nous permet de voir est-ce que les trompes sont perméables. Est-ce que c'est assez perméable pour permettre au spermatozoïde de passer? Et ensuite, on va chercher à savoir est-ce que notre bonne dame, elle arrive à avoir des ovulations de bonne qualité? Est-ce qu'elle ovule? Et là, on va faire ce qu'on appelle une échographie pour essayer de faire le monitoring folliculaire. Donc, voir comment est en train de croître les follicules jusqu'à ce qu'ils deviennent matures et deviennent un ovule. Voilà. Et donc, tous ces obstacles-là, à chaque obstacle, ça nécessite des étapes. Et chez l'homme, bien sûr, le spermogramme. À côté, on a un bilan infectieux. On a le spermogramme. On a les tests d'ADN spermatique. On a le cariotype paternel. Et en fonction des résultats du spermogramme, on peut être amené à faire des échographies des testicules, par exemple, okay, pour chercher à savoir est-ce qu'on a un problème au niveau de la voie, au niveau de la fabrique du spermatozoïde et son issue. C'est là où on découvre souvent les varicocèles. Alors, comment prévenir? Alors, la prévention, déjà, on va agir sur ce qu'on peut modifier, sur ce qu'on peut arrêter. Donc, avoir une bonne hygiène de vie. Si on fumait, c'est déjà commencer à arrêter de fumer. Si on était plutôt très, très porté sur l'alcool, lever le pied sur l'alcool. D'accord? Chercher à avoir une alimentation équilibrée. Il y a des personnes qui vont peut-être m'écrire et commencer à me dire alimentation équilibrée, ça veut dire manger bio. On est dans un pays où manger bio n'est pas la bourse de tout le monde. Donc, c'est bien que c'est plus limité. Mais il faut savoir comment s'adapter. Je ne vais pas quand même prendre, je peux me permettre, alors que je vais préparer mes quiches de poulet, plutôt que de préparer avec la peau, j'enlève la peau. Je peux diminuer la consommation d'huile. D'accord? La quiche de poulet en elle-même, en soi, elle contient beaucoup d'huile déjà. Donc, pourquoi je vais ajouter encore plus d'huile pour que ça fasse que ça nage à l'intérieur? Je sais pas que... Donc, on peut commencer à diminuer un peu sa consommation d'huile. Par exemple, on peut chercher à manger un peu plus de légumes, un peu plus de fruits aussi, moins de viande rouge, plus de viande blanche, plus de poisson, par exemple. D'accord? Et avoir une activité physique régulière. Il ne suffit pas de faire un tour samedi, hein? Il ne suffit pas de faire un tour samedi,
samedi matin ou dimanche matin, aller courir un peu sur la corniche, en groupe avec des amis. Et dès qu'on a fini, ben, on s'assoit au petit mandat d'à côté, on siffle de bière et on mange des grillades. Mais on n'a rien fait en fait. D'accord? C'est d'avoir une activité physique régulière et savoir gérer le stress. Alors, le stress est quelque chose qui peut être très dangereux parce que ça peut altérer la qualité de nos vies et même la qualité de nos travail. Le stress anxieux. Et la plupart, il arrive généralement, bon, la plupart, euh, on va dire les causes d'infertilité, on, peut, on incrimine l'homme, on incrimine la femme, mais il y a d'autres où on ne trouve aucune cause. Et généralement, dans ce genre de situation où on ne trouve aucune cause, ni monsieur, ni madame, il faut rechercher le facteur stress. Ça, c'est des personnes qui carburent à 100 à l'heure, qui ne savent pas s'arrêter. Et ce genre de personnes qui sont préoccupées par toute autre chose. Et du coup, ils ont une vie sexuelle quasiment inexistante. Et réduire les expositions aux toxiques. Donc, si le travail que l'on faisait euh, euh, devient un problème, bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut démissionner, hein, parce que c'est un peu compliqué de dire à quelqu'un de démissionner. Je n'ai pas de boulot pour vous, malheureusement. Donc, j'ai besoin d'aide pour docteur Dumatin, mais là, je ne paye pas encore. Donc, du coup, c'est de savoir quand même lever le pied tout en se protégeant et en préservant sa santé. D'accord? Savoir qu'est-ce que je dois faire. Sinon, et si avant on exagérait en restant longtemps dans les années d'exposition, commencer à réguler son temps d'exposition. D'accord? Et il faut envisager faire également des consultations préconceptionnelles avant justement de mettre en place son projet de préférence. Alors, c'est une très bonne chose, mais comme je crois hier, on en discutait un tout petit peu avec le père Dominique et on se disait, c'est bien, mais ça peut être source de beaucoup de stress aussi, parce que elle a un projet, elle vient, parce qu'elle a un projet. Mais si elle découvre qu'il y a un problème, ça devient compliqué en fait à gérer. Mais c'est toujours bien de savoir parce que si on découvre le problème tôt, on peut le régler tôt, plutôt que d'attendre que ça devienne beaucoup plus tôt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fausse couche n'est pas une capacité définitive. D'accord? Vous arrivez à tomber enceinte, le problème se trouve pourquoi vous n'arrivez pas à maintenir cette grossesse jusqu'à la fin. Et c'est à ce niveau-là que l'on doit faire. Ce n'est pas un problème de sexualité. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut raconter à la cité. Ça a généralement une cause. Et le tout, c'est de découvrir où se trouve le problème et de le corriger. D'accord? Et la plupart des couples ont vécu au moins une chose. Au moins une. D'accord? Alors, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, on a découvert que l'ADN spermatique pouvait poser des problèmes, ce qu'on ne savait pas avant. Donc, c'est une grande avancée déjà. Avant, on fustigeait les femmes seulement. Mais aujourd'hui, on peut se dire, bah, désolé, hein, messieurs, c'est un peu comme un petit soulagement pour nous, les femmes, de savoir qu'on n'est pas toujours responsable. Alors, le soutien psychologique, alors ça, c'est très, très important d'être accompagné psychologiquement parce que perdre une grossesse, même quand on ne l'a pas encore vu, même quand on ne l'a pas encore, on ne l'a pas encore touché, ce bébé-là, même quand on ne sent pas encore ses mouvements dans son ventre, ça reste quelque chose que l'on chérit. Ça reste quelque chose dont on se projette dans le futur, etc. Ben, il ressemblera à tel, il aura le nez de tel. Ça sera une fille ou un garçon qui s'appellera tel. Et du jour au lendemain, constater que l'on est en train de perdre du son et que c'est ce bébé-là qui est en train de partir, ça brise. Ça brise et c'est pas toujours facile à vivre.
Pas du tout. Et on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être encouragé. Et malheureusement, dans notre société, en fait, c'est des choses que l'on ne comprend pas toujours. On se dit, ben, c'est pas grave, ça va lui passer. Mais non, elle a besoin de faire son deuil. Elle a perdu un être humain. Je n'ai pas envie de dire, elle a perdu un bébé. Ils ont perdu un bébé. Donc, messieurs, le couple, donc monsieur et madame, a besoin d'être accompagnés. Et ils ont besoin d'être entourés. C'est pas toujours facile de vivre ce genre de traverser ce genre d'épreuve. En fait, ça reste une épreuve. Hein. C'est très, très compliqué. On peut rentrer en dépression pour ça. D'accord? On peut aller en dépression pour ça. Alors, c'est peut-être la première fois que je le dis ouvertement. Je suis à ma deuxième fausse couche consécutive en, depuis 2024. Et je vous que la deuxième, j'ai fait une dépression. Je suis partie, j'ai dû partir du pays. J'ai dû sortir du pays, pas seulement pour faire des analyses, mais c'était vraiment pour lever les prix. Ce qui était d'autant plus difficile, c'était le fait que, euh, alors que je savais que ma grossesse venait de s'arrêter à, à 4 mois de grossesse et que je n'avais pas encore expulsé, mais je ne voulais pas rester seule à la maison parce que toute sorte d'idée allait traverser ma tête. J'ai préféré aller travailler. Des choses étranges. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai eu au moins deux femmes qui voulaient interrompre leur grossesse. C'est dur, hein? C'est dur. Et les gens ne se sont pas rendus compte de ce que je traversais à ce moment-là. Et je crois que c'est quand j'ai arrêté de travailler, parce qu'une fois que j'ai fait qu'on a procédé à l'expulsion, j'ai arrêté de travailler et que j'ai fait un peu de m'organiser à sortir du pays. Et je crois qu'il y a eu deux patients qui sont arrivés en consultation. Et on leur a dit que je n'étais pas là. Euh, et tout de suite, ils se sont un peu plaints. Et on peut dire, mais non, elle exagère, elle n'est pas là quasiment. Et puis, ces derniers, et qui tombe malade, ça veut dire quoi? On n'est pas des machines, hein? Pas du tout. On n'est pas du tout des machines, en fait. Nous aussi, on tombe malade. Nous aussi, on vit quasiment ce genre d'expérience. Et aujourd'hui, ça me permet d'accompagner un peu plus différemment la femme qui perd sa grossesse en cours de temps. Parce que je sais ce que c'est. Aujourd'hui, j'arrive à en parler sans verser une larme. Mais il y a, il y a exactement un an, je pleurais encore. Je ne sais même pas. Et donc, du coup, on a vraiment besoin d'être. On a besoin d'être entouré. On n'a pas besoin de commentaires. Et il arrive que tout de suite, le couple a besoin d'être seul. Ça ne veut pas dire que vous les abandonnez complètement. Vous êtes à côté, tout en leur faisant savoir que vous êtes à côté, mais laissez-leur d'abord faire leur deuil seul. Et après, vont certainement ouvrir leur maison, ils vont certainement s'ouvrir à vous et commencer à vous parler. Mais ne les abandonnez pas ou bien ne, ne leur racontez pas toutes sortes de choses comme quoi il y a le diable derrière, c'est ce que tu voulais faire. Voilà, tu n'as jamais voulu de cet enfant. On n'a pas besoin d'entendre ce genre de phrases en fait. Pas du tout. D'accord? Alors, finissons la partie mélodramatique. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la fausse couche est un événement biologique complexe et multifactoriel qui touche l'ensemble des couples en changeant et en changeant la représentation, c'est changer la façon dont on la représente. Changer la manière de voir les choses, ça fait que on accompagne les personnes un peu plus différemment. Euh, si parmi vous, il y a des dames qui ont vécu ce genre de choses et qui sont encore brisées aujourd'hui, sachez que vos maris, vos partenaires, eux aussi le sont. On ne se rend pas compte qu'en fait, euh, on a l'impression que la femme qui souffre, que la femme qui souffre de la perte d'une grossesse. Non, absolument non.
ça touche tout de même le partenaire. Parce que à ce moment-là, lui aussi, il s'était projeté à avoir un petit garçon certainement jouant au football. Et il ne touchera jamais ce garçon. Et lui aussi, il est brisé. Donc, s'il vous plaît, mesdames, ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui avez le monopole de la douleur. C'est une erreur. Les hommes, ils ont cette capacité de garder leurs émotions pour eux. Ils ne les expriment pas toujours. Mais croyez-moi, ils souffrent tout de même. Donc, j'espère pouvoir avoir pu m'étendre un petit peu quand même hein, avec ce sujet qui est très, très vaste. On a essayé de le faire en très peu de temps. Je reste disponible pour les questions. Entre-temps, je ne sais pas, docteur Dominique, tu as pu envoyer les liens? Okay. Donc, on reste là pour... C'est bon? Il y a eu plusieurs entretiens. C'est bon? C'est bon. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour la présentation et pour les témoignages. Effectivement, c'est quelque chose de très, très commun, cette histoire. Donc, voilà. Alors, on va passer aux questions. Je vous dis à quelques-uns qui se sont connectés parce que le match est fini. Ah. Ah. C'est qui a gagné. C'est ça, c'est le qui a gagné. D'accord. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, il va falloir lever la main. Je ne sais pas si tu sais comment faire. Il faut appuyer sur l'émoticône, puis voilà, tu montres une main, comme ça on vous donne la parole. Sinon, ceux qui ne veulent pas parler, ils peuvent écrire les questions dans le chat. Allô? Je ne sais pas si l'équipe a les questions, parce que moi, je ne vois pas les images, je ne vois pas les messages de ma côté. Alors, j'essaie de dérouler là un tout petit peu les questions, ce qui est écrit en fait. Ah, je vois, c'était tellement clair que je n'avais pas de questions. Je vois pas de questions en fait. On me dit c'était tellement clair que je vois pas de questions. Merci, merci, merci à vous tous et merci pour vos questions. Alors, c'est quoi l'utérus cloisonné? Je crois que j'en ai parlé là. Il y a une main levée. Il y a une main levée. Euh, elle peut prendre la parole? Docteur, ton micro est fermé. Allô? Oui, oui. Mon micro est fermé. Vous pouvez lui donner la parole. Ok. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis Madame Milandou. Je ne sais pas si vous êtes tout simplement, mais je suis à point. Je suis un peu étonnée de ce qui a dit qu'il a tout compris parce que c'était tellement clair, mais franchement, c'était tellement académique, les termes tellement médicaux que j'ai vraiment pas compris grand-chose. Mais j'ai déjà vécu ça, je sais au moins de quoi on parle. C'est vrai que juste, je n'en remets pas tête haut. C'est arrivé une fois et je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce que mon mari ressentait? J'avais l'impression que ça ne me faisait rien, c'est vrai. Mais jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça arrive.
est-ce que récemment, j'ai découvert que j'ai eu pas mal d'infections et tout. Est-ce que c'est l'une des causes? Donc, en réalité, ma question, c'est que, docteur Modèle, vous connaissez un peu bien mon état de santé. Est-ce que, par rapport à ce que vous savez de ma santé, vous pensez qu'il y a quelque chose qui fait que ça m'arrive? Alors, Madame Paga, bonsoir. Euh, alors, je connais le problème, Madame Paga. En fait, c'est une personne que je reçois beaucoup. Et j'ai presque envie de dire quelque part, nous, en mobilité sur le plateau technique. D'accord? Parce qu'au-delà de ce que nous, on peut faire, et au-delà de ce qu'on a pu réaliser comme examen, il y a certains examens qu'on ne peut pas faire malheureusement. D'accord? Donc, où se trouve exactement le problème? Après, jusque-là, je ne vous ai vu que vous seul, je n'ai pas encore trouvé votre mari. Donc, ça serait aussi d'explorer un peu de son côté. Je ne lui lance pas la pierre, mais il faut être deux pour faire un enfant. Voilà. Malheureusement, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre parce que c'est déjà quelqu'un qui n'aime pas l'hôpital. Il y a personne qui aime l'hôpital. Hein. Quelques qui sont bien, il peut prendre un calmant, ça passe vraiment, il ne va pas à l'hôpital. Maintenant, si je dois lui demander d'aller à l'hôpital parce qu'il s'agit de moi, Non, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit pas de vous seulement. Il s'agit de vous deux. il faut qu'ils comprennent ça d'abord, c'est ça. Il fallait qu'il soit là. Non, qu'il soit là aujourd'hui, madame. Le truc, c'est qu'il n'est pas sur place. S'il était là, peut-être, déjà là où il est, là qu'on travaille, je pense pas qu'il puisse être connecté. Après, comme les termes étaient tellement scientifiques, je me disais, mais j'aurais bien voulu l'expliquer après, mais je ne sais même pas si j'ai retenu un des mots scientifiques que j'ai entendu là tout à l'heure. J'essaie de pas mal de termes, hein, je ne sais pas. Hein. Mais je ne sais pas si c'est une vidéo que je Allô, vous m'entendez? est-ce que oui, cette réunion, est-ce qu'on peut revoir ça? D'accord, elle est enregistrée et elle sera publiée, ne vous inquiétez pas. Mais donc là, comme on est là, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, on peut vous expliquer, voilà, informer ça, comme je dis. Le terme, docteur, donc vous avez dit qu'on devait pardon? Il y a un terme que vous avez utilisé, vous avez dit l'image. C'est l'utérus cloisonné. Alors, on va se représenter simplement. On va dire, voilà, on a une porte. C'est comme la porte, oui. Ça peut trouver une image? Oui, il y a une image. Je vais essayer de voir si je peux la partager. En tout cas, je fais de là que je peux la partager. S'il vous plaît. Voilà. Je pense que vous la voyez. Vous voyez l'image? Oui, on arrive à voir l'image.
Voilà, donc vous voyez, ce qui se trouve au milieu là, ok? Vous avez d'abord à côté, vous avez un utérus normal, à côté, vous avez un utérus cloisonné. Donc, il y a comme une membrane au milieu qui divise l'utérus en deux. Ok? D'accord. Ok. C'est pour ça un utérus cloisonné. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça fait? Mais la grossesse ne peut pas rester, ça ne peut pas bien évoluer en fait. La grossesse, Et qu'est-ce qui fait que ça cause la illusion là? c'est une anomalie en fait. C'est une anomalie. La personne, elle est née généralement avec ça. Ah bon? Elle a ça, elle a ce problème-là. Elle est née avec. C'est une anomalie. Et ça se détecte à l'échographie. Et puis après, il y a des examens qui peuvent confirmer. Voilà. Mais est-ce que dans ce cas-là, ça peut être remédié pour permettre à la personne de porter la grossesse après? Il faut faire une chirurgie en fait. Pour essayer de reconstituer l'utérus. D'accord? Est-ce que je m'en souviens? Donc, on aura beaucoup de mal. Hein. On ne va pas s'en sortir. Le truc, c'est qu'au moment où je suis numéro, je n'ai pas pu noter. Oui, je suis là. Ils peuvent juste ouvrir le micro. Je crois M. Bernard Friot. Bon, ok. Monsieur Bernard. Oui, je vous écoute. Oui. Ah, C'est vrai que je suis venue un peu en retard. J'ai pas suivi mais j'avais une préoccupation. Le début de l'année, j'ai perdu une grossesse de 4 mois. Mais l'année dernière, mon mari avait suivi une opération de varicocèle, ouais, varicocèle, c'est ça. Je sais pas si c'est fait que mon inquiétude est que on a déjà des enfants, on a 3 gosses. Et je me suis dit que peut-être que c'est ça qui a fait que je ne garde pas le bébé parce que j'ai jamais compris pourquoi. Et lui aussi, il n'est jamais reparti pour faire le contrôle. Est-ce qu'un homme, euh, est-ce que quand je tombe enceinte, si je suis déjà enceinte, est-ce que ça empêche de, que ça m'empêche de garder le bébé? Est-ce que c'est l'homme, c'est moi qui garde le bébé normalement? Mais
est-ce que par rapport à la qualité à la qualité, j'étais le mot, je pense que vous êtes une me comprenez. Et est-ce que ça peut aussi faire, que le bébé ne puisse pas bien se développer? C'était ça ma question, en fait. Alors, bon, moi, si je dois répondre à ça, déjà, je dirais que l'objectif de la varicocèle, c'est de pouvoir, on va dire, arranger des cordons spermatiques qui sont tortueux, d'accord? Parce qu'en fait, c'est ça la varicocèle. On a au niveau du cordon spermatique, bon, là où est fabriqué les spermatozoïdes, en fait, on a ces canaux-là, quelque part, qui se sont un peu entremêlés. Et l'objectif, c'est d'aller les dérouler, si je dois dire ça banalement comme ça. C'est d'aller les dérouler. Donc, normalement, la cure d'une varicocèle est supposée améliorer les choses, en fait. Maintenant, parce que généralement, après une cure de varicocèle, on demande un spermogramme de contrôle. C'est pour voir est-ce que c'est bon en ce qui concerne le nombre, en ce qui concerne la mobilité, en ce qui concerne euh, voilà, un peu la morphologie. Est-ce que tout semble être revenu dans la norme et tout? Maintenant, est-ce qu'il faut dire tout de suite que c'est le fait de cette varicocèle que vous avez dit à dire cette fausse? Ça, d'entrée de jeu, je ne peux pas vous dire, en fait. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu en ce qui concerne les fausses. Il y a énormément de facteurs. D'accord? Je vous ai expliqué tout à l'heure que le parcours du spermatozoïde en quittant, dès qu'il est déposé dans les voies vaginales, il va aller féconder l'œuf. Donc, c'est un parcours du combattant qui est rempli d'obstacles pour lesquels il doit les franchir. Mais avant même de sortir, de pouvoir être déposé dans les voies vaginales, de l'autre côté aussi, il a un parcours à franchir. Donc, si à un moment donné, il y a un obstacle quelque part, bah, il ne sera pas assez performant, au moins, il ne va pas arriver jusqu'au bout de sa mission. À côté de ça, le spermatozoïde en lui-même, aujourd'hui, on a les preuves pour dire que l'ADN même du spermatozoïde lui-même, il peut porter une anomalie. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, dans nos pays, on n'a pas les moyens de pouvoir identifier ce genre de problème, mais tout notre Dieu, ça se fait déjà. Ouais. Donc, déjà, ce que je voudrais dire, c'est déjà qu'il retourne auprès de son médecin et faire un contrôle déjà par rapport à l'intervention qu'il a eue il y a un an pour voir est-ce que ça a été bon ou pas. Mais parce que lui, en fait, lui, il s'est contenté, vu que tu t'es tombé enceinte, il s'est contenté, il s'est dit que c'était bon. Or, moi, je trouve qu'il y avait quand même un souci. La fille était sous traitement, on lui avait donné un protocole. Et après, ce protocole de 3 mois, et c'était bon. Bon, après, il n'est plus reparti. Et je pense quand même qu'il y a un souci. Bon, je vais lui dire quand même. Je voulais juste avoir la confirmation, je voulais juste avoir une idée, comment est-ce que je devais lui faire part de ça. Il reparte d'abord chez son médecin pour vérifier si la qualité elle était bonne. Parce qu'avant ça, quand il avait fait les examens, il lui restait juste 10%. 10% donc après, je me suis dit, est-ce qu'après la varicocèle, après cette chirurgie, est-ce que ça a réglé tous ces problèmes-là? Je ne sais pas. J'irai quand même, on ira à l'hôpital. Proposez-lui de l'accompagner, de tout en douceur. Mhm. D'accord, merci madame. Merci. Merci à vous. Il y a Edith. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu en retard à expliquer. J'ai une question par rapport aux dames avec registre négatif qui ont parfois des fausses à répétition, des grossesses à répétition. Je voudrais avoir quelques explications.
On avait dit que c'était un antécédent de... Le registre négatif, ça, c'est quelque chose que beaucoup de Camerounais ne savent pas, malheureusement. Il va bien que tu se poser la question, en fait. Parce qu'au niveau du registre négatif, qu'est-ce qui se passe? On a, déjà, quand il s'agit d'une première grossesse, vous êtes registre négatif, votre partenaire, vous tout ça comme ça, à un registre positif. Lorsque vous tombez enceinte pour la première fois, ben, votre corps ne connaît pas le registre positif. Il n'a jamais été en contact avec le registre positif. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va essayer de s'adapter et il va amener la grossesse jusqu'à terme. C'est ça la grossesse. Surtout si vous n'avez jamais transfusé et tout, vous n'avez jamais eu d'accident d'exposition au sein, quelque chose comme ça. Et tout. Donc, vous allez, la grossesse va aller jusqu'à terme. Vous allez même accoucher. Mais pour la deuxième fois que vous allez tomber enceinte, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre organisme va développer une mémoire. Il va se souvenir qu'il y avait quelque chose de positif qui était rentré qu'il ne le connaît pas. Alors, il va considérer cette chose qui vient de rentrer comme étant un non-soi, quelque chose qui n'appartient pas. Et donc, tout de suite, l'organisme va le rejeter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, d'accord. Il va le rejeter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de conditions? C'est que, déjà connaître le groupe sanguin, il faut connaître le groupe sanguin de son partenaire. Dès lors que l'on se met ensemble, c'est très, très important de chercher à connaître le groupe sanguin, de façon à ce que, dès que vous vous rendez compte que votre partenaire a un registre opposé au vous, allez-y tout de suite à l'hôpital, en fait, pour pouvoir éviter d'avoir à encaisser des fausses pistes sans savoir. Parce que malheureusement, nous, Dominique, excuse-moi, je vais à la maison. Est-ce que vous avez fermé la clé? D'accord. Alors, on va prendre le retour de Dr. Nobel. Entre-temps, j'essaie de recenser les... Alors, Madame Judith, Madame Grace et Madame Mani, on va patienter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hein. Le temps qu'elle arrive, j'espère que, voilà, que... Allô? Oui. Alors, s'il vous plaît. Ok. Donc, je disais tout à l'heure que j'espère que, voilà, que vous avez essayé de retenir un peu quelque chose. Et c'est important de, voilà, de se dire, elle est tellement en histoire que c'est important de se le dire, justement, de s'entraîner que la construite, c'est l'histoire du couple. C'est pas seulement question de femmes, hein. Voilà, c'est une histoire de couple. Et moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'enfin, on a commencé le docteur arrive.
En parlant de bébés, donc généralement, quand on a un bébé, c'est toujours bien voilà, de consulter, voilà, d'avoir une consultation. À partir de là, on peut, le médecin qui vous reçoit, qui les examine et qui essaie de déterminer si vous avez certaines anomalies. Et en fonction de tout ça, il y a des choses qui peuvent être faites en amont pour vérifier, voilà, ces genres de choses. Et puis, dire que la fausse couche, c'est vraiment quelque chose que, on peut dire qu'une fausse couche, en général, dans la majeure partie des cas, c'est des problèmes, comme on a dit là, des problèmes, on va dire, des chromosomes. D'accord? C'est des anomalies génétiques. C'est comme vous avez, voilà, vous voyez, l'illustration, c'est vraiment, pour faire un bébé, il faut être deux. C'est-à-dire que chacun apporte la moitié des choses et ensemble, on essaie de créer un bébé. Sauf que quand on parle des anomalies au niveau des chromosomes, il peut y avoir des chromosomes qui ne sont pas normaux. C'est-à-dire que parfois, c'est l'homme c'est 23, c'est la femme c'est 23, les deux sont 46 pour former un bébé. Donc, il peut y avoir des anomalies au niveau de ces chromosomes. On peut en avoir plus, comme on peut en avoir moins. Dans les deux, comme on peut aussi avoir des chromosomes qui sont de très mauvais état. Dans ce cas-là, effectivement, il peut se passer, pardon, c'est triste, parce que justement, l'enfant ne va pas se former correctement. Alors, l'enfant ne se forme pas correctement après s'il y a des anomalies qui sont incompatibles avec la vie. C'est important de savoir. Parce que vous pouvez me dire, vous pouvez dire, oui, d'accord, mais il y a des enfants qui naissent malformés, mais il y a des malformations qui sont compatibles avec la vie. Il y a des enfants qui naissent avec, voilà, il peut avoir une malformation au niveau de la main, au niveau du pied, d'accord? Donc, imaginez-vous, peut-être un enfant qui a une malformation au niveau du cœur et un enfant qui ne va pas vivre. Je pense qu'on est d'accord. Donc, en matière d'anomalies chromosomiques qui vont provoquer des malformations, il y a des malformations qui peuvent passer, il y a des malformations qui ne peuvent pas passer. Alors, là, toujours, madame, je reviens, là, vous pouvez toujours m'arrêter s'il y a quelque chose qui peut passer. D'accord, parce que j'insiste vraiment que voilà, on est là pour essayer de comprendre. Est-ce que par rapport à ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui n'est pas passé? Oui. Donc, je continue. Ça, c'est pour les causes, les anomalies en rapport avec les chromosomes. D'accord, là, c'est génétique. Mais pour dire que c'est la majeure partie des cas. C'est ça, c'est quelque chose de possible. À côté, il y a des causes. Hein, comme elle a dit, les docteurs, parfois, dans la femme, il y a un utérus qui n'arrive pas à garder le bébé, c'est-à-dire un utérus qui n'est pas formé correctement. Étant donné que l'enfant va se lever dans cette cavité-là, si la cavité n'est pas forte, forcément, automatiquement, que l'enfant va s'expulser, il n'aura pas d'espace, que l'enfant est appelé à grandir, à grandir, à grandir, à plus. Et si l'espace n'est pas bon, il faut que ça ne commence pas correctement aussi. À côté de ça, il y a des infections. Oui, il y a des infections aussi. Vous savez, la maman, elle est le bébé, d'accord, et à travers les cordons ombilicales, donc les placentas. Il y a une infection au niveau de la mère, puisque la mère prend, puisque la mère ça peut passer au niveau de l'enfant. C'est une grosse immunité, en fait. Donc, une infection qui se vient auprès de la mère, peu importe cette infection, d'accord, c'est toucher l'enfant, c'est un enfant qui est fragile, c'est un bébé qui est fait se former. Ça, c'est le risque. Donc, pour essayer que l'enfant, il se sent pas correctement, il meurt, et donc voilà, on passe à la question. Et aussi d'autres choses, vous savez que nous, on développe un peu des maladies chroniques un peu plus, l'hypertension, le diabète, ça, c'est maladies ne sont pas bien équilibrées, ça peut les faire des anomalies. Hein, c'est que je suis entre nous, voilà. Ça peut-être. Je sais pas si on peut vous de là. Mais c'est là. Ouais. Donc, la chef est là. Donc, je n'ai pas pris la dame, mais encore là. Avec un homme au positif, c'est disposé à faire des fausses Ouais. couches. Pour le mot. Mais justement, il peut arriver qu'ils puissent avoir des fausses couches, surtout s'ils ne sont pas pris en charge et surtout si même la personne vers qui ils y vont ne connaît pas le problème de résister.
D'accord? Donc, pour éviter ce genre de choses, généralement, dès le diagnostic de grossesse, dès qu'on se rend compte que elle est négative, qu'elle a déjà un enfant ou encore qu'elle a déjà eu à faire une fausse couche spontanée ou provoquée, c'est des avortements. Donc, elle a déjà eu à faire une fausse couche ou encore elle a déjà été transfusée, tout de suite, il faut prendre des dispositions par rapport à cette grossesse. Et les dispositions, c'est de lui injecter de l'anti-D. D'accord? En fait, les dispositions, c'est plus par rapport à elle, en fait. C'est pour éviter que son corps ne rejette cette grossesse-là et la considère comme étant un en-soi. Et la période pour pouvoir prendre l'anti-D. Et quand c'est pris tout le long de la grossesse, en fin de grossesse à l'accouchement, dans les 48 heures qui suivent l'accouchement, elle doit prendre son anti-D. D'accord? Mais il faut, je viens de voir parce que ça ici, anti-D, c'est quoi? Anti-D, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que l'anti-D, les autres, c'est pas ça. Alors, moi, je vais expliquer l'anti-D. Un médicament qui a été mis en place pour essayer aller le plus simplement possible pour, pour donner le signal à notre organisme de considérer ce qu'on lui apporte comme étant quelque chose qui nous appartient. Voilà, le plus simplement possible, c'est ça. Ça nous évite de faire des hémorragies, ça nous évite de faire des fausses couches, d'expulser ce produit-là et de le considérer comme étant quelque chose qui nous appartient. Parce qu'en fait, le problème au niveau des registres, c'est que les anticorps ne matchent pas. Les anticorps registres positifs et ce registre négatif ne matchent pas. Et donc, il faut les obliger, sinon les aider à matcher. Est-ce que c'est clair là? Ouais, pour moi, c'est clair parce que moi-même, je rapporte. Donc, Alors, dans le chat, je vais rapidement répondre à quelques questions que j'ai vues dans le chat aussi. L'utérus cloisonné, on l'a montré tout à l'heure, Madame Osseke. Alors, il y a une belle-mère qui dit, en tant que belle-mère, peut-on demander à sa belle-fille la cause de sa fistule dans le cadre d'un accompagnement sans la fistule? Car vous avez dit qu'il ne faut pas poser trop de questions. Alors, il faut être beaucoup de tact, d'autant plus surtout. C'est très sensible, en fait. Il faut le faire avec vraiment, ça demande beaucoup de tact. Ça demande vraiment beaucoup de tact parce que tout dépend de la manière à laquelle c'est demandé. Ouais. Ça peut faire pleurer, en fait, si c'est venu d'une mauvaise manière. Il faut juste beaucoup de tact. Et surtout, si vous avez de très bons rapports avec votre belle-fille, ça ne devrait pas être compliqué. Ça ne devrait pas être difficile. C'est difficile si vos rapports sont conflictuels. Si vous avez de très bons rapports, limite, c'est votre fille, en fait. Ce n'est même plus votre belle-fille, c'est votre fille. Ça devrait être facile. Ah, bon. Il y avait une autre question ici aussi dans le chat que j'ai vu. Pardon, je vais juste finir rapidement avec le chat. Il y a une qui a dit comment faire pour éviter. Ça, c'est le paludisme. Voilà. Une femme qui fait une fausse couche après un paludisme. Comment faire pour éviter que cela l'arrive? Tout à l'heure, je suis arrivée, j'ai entendu le docteur parler des infections tout à l'heure. Le paludisme, c'est une infection. D'accord? C'est une infection qui peut être très délétère pour la grossesse. En début, tout comme en fin de grossesse. Et la plupart du temps, sinon, généralement, quand j'ai vu des situations des femmes qui ont perdu leur grossesse à la suite d'un palud, souvent c'est au début de grossesse et souvent c'est le traitement qui a causé les choses. Soit qu'on ne sait pas qu'on est enceinte et le traitement qu'on nous administre, c'est de la quinine. Alors la quinine est très dangereuse quand on est enceinte. Très, très dangereuse parce qu'elle va vous provoquer une expulsion qu'on ne pourra pas rattraper.
Voilà pourquoi il est plus qu'important et très impératif, quand on est malade, arrêtez d'aller en pharmacie. Non, sérieux, arrêtez d'aller en pharmacie, allez voir celui qui vend à la pharmacie pour vous donner des médicaments. Parce que celui que vous montrez à la pharmacie, là, ce n'est pas toujours le médecin, ce n'est pas toujours le pharmacien lui-même. Et si c'est un pharmacien, il va vous demander d'aller consulter. Normalement, d'accord? Arrêtez quand on ne se sent pas bien. Je suis allée à la pharmacie, j'ai posé mon problème. Moi, je les appelle, c'est le vendeur qui est là en officine. Hein, j'ai posé mon problème au vendeur en officine. Et puis, le gars, il m'a prescrit, il m'a demandé de prendre tel autre médicament. Et puis, OK, d'accord, c'est bien. Mais quand ça ne marche pas ou quand ça crée autre chose, vous venez vers nous. Donc, gagnons en temps. Venez d'abord vers nous et ensuite, laissez-nous nous tester ce qu'il faut pour aller en pharmacie. Donc, toute personne qui pense, en dehors même du fait que l'on soit enceinte, toute personne qui est malade, va le faire. On va faire mes décisions. Tout simplement. D'accord? Donc, justement, ainsi pour revenir au paludisme, généralement, le paludisme, c'est souvent, en fait, on parle de ceci, souvent, c'est à la suite d'un traitement qui n'est pas adapté à la cause. Souvent, c'est ça. Maintenant, en fin de grossesse, toute infection en fin de grossesse peut provoquer justement la mort de ce fœtus. Quand on est en fin de grossesse, autant, quand on a une fièvre à ne pas finir, autant faire accoucher la personne. De se dire non, elle est encore à 8 mois et demi et on a si la maturité pulmonaire, donc c'est-à-dire les poumons sont déjà assez matures, c'est accouché. Bon, maintenant on repart au même level. Quand j'ai fini dans la chat. Comment? Les aliments qui améliorent la qualité du sperme. Oui, j'ai vu cette question-là. J'ai eu, c'est quoi? La toute dernière question du chat, c'est bon, pour le myome, en fait, je suis en train de chercher la réponse du myome. D'abord, dans la question du myome. Mais si je m'arrête à ce que dit docteur Dominique tout à l'heure par rapport au myome, le myome, déjà, le meilleur traitement du myome, c'est la chirurgie. On ne touche pas le myome quand tu ne sais pas parler de lui. D'accord? Tout dépend de sa localisation. Sa localisation. S'il est situé en intracavitaire, comme je dis tout à l'heure, représentez-vous cet utérus qui n'a pas, non, cet avocat qui n'a pas de noyau, qui est séparé par une fine membrane qui sépare les deux chaires de l'avocat. L'utérus est exactement comme ça quand tu portes de grossesse. Et que vous avez un myome qui se trouve au niveau de cette fine membrane-là, il faut l'enlever. D'accord? Maintenant, qui touche à cette fine membrane-là, il faut l'enlever. Le myome qui saigne, on finit par l'enlever. Vous montez en haut, vous descendez en bas, vous finirez par aller en chirurgie. On va finir par l'enlever. Le myome qui est trop gros, entraînant un inconfort, on va finir par l'enlever. Mais le myome qui se trouve tout loin dans la chair de l'avocat, proche de la peau là-bas, il est tout petit, rififi comme ça. Je m'en fous. Je ne peux pas le toucher. Il ne pose pas de problème, il peut rester là. Je vais vous faire simple. Sur 10 femmes noires, il y en a environ 8 qui sont porteuses de myome. Sur les 8, on va peut-être opérer 2 ou 3. Le reste, elles vont faire des enfants avec leur myome, elles vont mourir avec leur myome. Je pense qu'on est clair là. Ah, mais il y a quelqu'un qui a corrigé. J'ai eu. Mais non, j'avais une question avec les j'ai eu.
c'est sa grossesse extra-utérine. Dans la grossesse extra-utérine, c'est comme le mot l'indique, hein, c'est une grossesse en dehors de l'utérus. Il faut implanter en dehors de l'utérus. Ça peut être au niveau du tronc. Elle n'a pas eu le temps d'arriver au niveau de la cavité utérine et de s'implanter. Ça peut être en dehors, carrément, au niveau des intestins. On en a vu, hein. J'ai même vu un cas de grossesse extra-utérine. J'ai lu, parce que ça, je n'ai pas encore vu. J'ai lu un article, un cas de grossesse extra-utérine sur le foie. Je me suis demandé comment il a fait pour aller s'implanter là-bas. Non, elle était décédée, la bonne dame. Il n'a pas pu la raconter. J'étais ok, d'accord. Je vais chercher ça dans ce PC. Si pas celui-ci, c'est celui de mon mari. Mais je vais chercher et puis je vais vous envoyer. Alors, quel est le facteur de risque le plus incriminé dans l'altération de la qualité des spermatozoïdes dans le contexte de la vie? Je ne sais pas, il faut peut-être voir le professeur Angel s'il a fait une étude là-dessus pour l'urologie. Je ne sais pas. Nous, on n'a pas fait d'études, en tout cas, là, dans ce sens-là. Mais s'il faut s'arrêter à la manière à laquelle vivent les Congolais, ben, les Congolais lambda vivent très mal. Ils mangent très mal. Ils ne font pas de sport. Ils n'aiment pas faire de sport. Ou ils font semblant de faire de sport et ensuite tout de suite aller sur le bière. Transmissibles, hein, les infections sexuellement transmissibles aussi peuvent détruire carrément la qualité de vie de la personne, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que le mycoplasme, qui est un germe assez banal, que l'on incrimine entre maintenant parmi les infections sexuellement transmissibles, parce que quand il est positif, ben, on traite monsieur et madame maintenant. Oui. Mais il est incriminé justement dans les problèmes d'infertilité. Ouais. C'est important, docteur Mézarel, hein, d'assister sur le fait de traiter monsieur et madame. Il faut traiter monsieur et madame. C'est très important. On se retrouve des fois avec des hommes, quand on prescrit, il dit mais non, moi, je n'ai pas de problème, pourquoi je dois faire une petite étude? Mais il ne s'agit pas de s'il y a problème, s'il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de demander. Le fait seulement qu'il y a un problème chez madame, ça fait que je suis obligée de me traiter aussi, monsieur. Je n'ai pas dit que non, quelqu'un est parti faire quelque chose. Non. Pourquoi vous vous sentez tout de suite brisé? C'est ça. Ok. Ah, les grossesses extra-utérines, c'est dû à quoi? C'est vraiment comme le mot l'indique. C'est une grossesse qui s'est implantée en dehors de l'utérus. Pourquoi? Il y a plusieurs causes. L'infection peut être responsable, surtout les infections à chlamydia. Le chlamydia va détruire la qualité de la trompe, l'empêchant ainsi de bien pouvoir récupérer l'ovule fécondé afin de l'emmener vers la cavité utérine. Et donc, du coup, ça ne va pas se faire rapidement ou dans les délais requis. Il va commencer à se développer dans la trompe de l'utérus. Et il va s'accrocher là dans la muqueuse de la trompe de l'utérus et entraînant aussi une grossesse extra-utérine. Donc, il y a l'infection, il y a des problèmes anatomiques. Donc, on a des personnes qui ont des trompes déjà boudinées. Mais généralement, ce genre de personnes, souvent, c'est suite à un processus inflammatoire. C'est-à-dire, la plupart des personnes, c'est-à-dire la plupart des cas où j'ai ouvert, où j'ai opéré et que je suis tombée devant des trompes de pas bonne qualité, boudinées et tout, souvent, c'est un processus inflammatoire. C'est une infection pelvienne, soit qui n'a pas été bien traitée et qui a limite entraîné une inflammation des organes pelviens. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Madame Grace Michel. Il y a aussi les antécédents de chirurgie, l'âge, je ne sais pas, l'âge maternel. L'âge maternel avancé aussi peut être responsable de choses plus. Plus on va en âge, plus ça devient difficile de porter des grossesses. Aujourd'hui,
On a même des jeunes filles de 25 ans qui viennent en consultation pour désir de maternité. On se demande où on va. Donc, on se pose des questions. À 35 ans, ça devient difficile d'obtenir une grossesse facilement. Il faut demander beaucoup d'examens, il faut faire beaucoup de suivi et tout et tout. Après tout cela, du côté de la femme, si je dois m'intéresser à la femme, du côté de la femme, souvent ça peut s'expliquer par le fait que plus on va en âge, plus on perd son patrimoine folliculaire. Je m'explique. Alors, c'est quoi le patrimoine folliculaire? C'est le package qui vient à la naissance, du moins dès la conception de votre fille, en ce qui concerne son nombre de vulves. D'accord? En ce qui concerne son nombre de vulves. On en a des milliards à la conception. À la naissance, on en perd une bonne partie. Dès qu'on commence à avoir ces règles, chaque règle, on en perd. Avec l'accouchement, on en perd. Et on en perd. Et quand il n'y a plus rien, la personne rentre en ménopause. Faire simple, c'est ça en fait. Et aujourd'hui, on a des femmes qui rentrent en ménopause de plus en plus. Qui rentrent en ménopause de plus en plus tôt. Et donc, du coup, on se retrouve avec des personnes à 36, 37 ans, 38 ans qui commencent à avoir des difficultés à concevoir. C'est pas tout le monde, hein, c'est pas une généralité, mais ça arrive un peu plus que quand même. Ok. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a Madame qui dit qu'il y a toujours la main levée. Je ne sais pas si elle a oublié de baisser la main ou bien elle a une question. Madame aussi. Non, je vais baisser la main. Excusez-moi. D'accord, madame. Ok, il y a pas de- Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions. On est à 1h07, bientôt 2h. Ouais. Ok, bon, je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Voilà. Alors, de ce que j'ai retenu, moi, bah, je pense qu'on l'a tous, voilà, surtout la partie question, on a vraiment parlé de tout ce dont on a parlé, tout ce dont le docteur Michael a dit. Et pour conclure, donc, la question, c'est vraiment le problème tout simple, hein. C'est pas, voilà, c'est la femme dans son coin. Voilà pourquoi il faut vraiment encourager des consultations de couple, en fait. Et voilà, donc, ça rajoute de l'équitabilité, hein, surtout pour nous les femmes. Après, on sait qu'on est pas femme parce que quand on dit un docteur Michael, voilà, c'est surtout la vraie femme qui porte les enfants. Donc, qui porte pas d'enfants, voilà, c'est facile dessus, et puis il y a sorcellerie, il y a envoûtement, il y a... Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, hein, le docteur Michael, on a parlé des maladies chroniques, des anomalies chromosomales, il y a eu beaucoup, il y a aussi le mode de vie aussi qui est très important. Donc, moi, ce que je proposerais, en fait, que je conseillerais à quelqu'un en désir de maternité ou qui arrive, qui n'arrive pas, déjà essayer de, voilà, si vous avez des maladies chroniques, il faut les traiter, il faut les stabiliser. Et il faut consulter en couple, pas aller tout seul, voilà, ou tout seul consulter. Et pas de donc, en gros, c'est ça. Et faut pas hésiter à se faire accompagner en cas de besoin, hein. Aujourd'hui, on a développé un peu la santé mentale, on en parle un peu plus avant. Avant, on disait que les Noirs ne faisaient pas beaucoup de ça. C'est plus le fait. Donc, les psychologues, il y en a à 3 ans maintenant, donc faut pas hésiter à se faire aider. Quand on sent que, voilà, des fois, de son partenaire, on n'a pas de soutien ou on se trouve vraiment dans une situation où on n'arrive pas. Ça, c'est un conseil que je réponds aussi en même temps à la dame dont j'ai dit tout à l'heure. J'espère qu'elle était là et que nous va. Donc, à ce moment-là, il faut chercher des notes, il faut chercher des notes parce que c'est facile de tomber dans le burn-out, quoi. C'est-à-dire de tomber dans une situation où on y va. Euh, donc, voilà. Et c'est une histoire de couple, la complication avec le couple, les responsabilités. Eh bien, elles doivent être partagées. Tandis que la femme, il faut que l'homme aussi, voilà, c'est ça. Il faut que l'homme, pareil, sur la femme.
Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord, Michael, merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Ça a été riche. En tout cas, moi, j'ai appris des choses et j'espère que, voilà, ces filles-là ont également appris des choses. Et on a été vraiment nourris hein, en ce qui concerne la psychologie, en ce qui concerne la posture aujourd'hui et aussi par rapport à votre témoignage. Merci beaucoup. Et vous savez, quand c'est les médecins comme ça qui vous expliquent des choses comme ça, que voilà, eux-mêmes, la vécu, c'est un signe fort. Pour moi, c'est quelque chose de fort. Donc, voilà. Et encore une fois, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter et de partager encore. Donc, euh, il y a un magazine de Dr. Dimatis. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à M. Dini aussi de nous avoir permis d'être avec nous pendant 2 heures. C'était 2 heures. Voilà. Donc, on va libérer Dr. Michael. Peut-être demain, je ne sais pas si il y a d'autres choses à dire. Merci beaucoup aux participants. On aurait peut-être pu choisir une autre heure parce qu'on a eu beaucoup de femmes, moins d'hommes. Je suppose qu'ils étaient dans le match. Hein, parce que voilà, ça a coïncidé. Mais bon, j'espère que la prochaine fois, quand on parlera d'un sujet comme ça, on aura vraiment tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes, parce que c'est pas voilà. Après. D'accord, Michael, on va se libérer. Tu as quelque chose à dire? Merci encore, mesdames et messieurs. Hein. J'espère avoir répondu à chacune de vos questions. Et merci beaucoup en tout cas. Et j'espère vraiment que ça a pu aider quelqu'un. Ouais. Et peut-être qu'il C'est n'arrivait tout le truc. pas de venir en consultation. Et messieurs, j'espère que vous avez compris en fait que c'est pas le combat seulement des femmes, mais c'est le combat du voilà. D'accord. Et bonne soirée à vous et bon dimanche déjà pour demain. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir la page du docteur Dimati. On peut envoyer les liens dans le chat. N'hésitez vraiment pas. Il y a des vidéos, il y a des sujets qui sont très intéressants. C'est vraiment des choses qu'on vit dans notre société. Et c'est important. Celui qui a l'information, il a le pouvoir. C'est très important de s'informer, d'avoir la bonne information. Donc, voilà. Docteur Robert, merci beaucoup. Allez, bye bye. Bisous. Bisous. Ok. Alors, je vais vous libérer également. Je ne sais pas si les est là. On peut arrêter. Oui, on peut arrêter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les plateformes. On va y répondre. Et là, c'est aussi l'occasion pour moi de dire qu'on avait reçu des questions pour ceux qui s'étaient inscrits. Il y avait des questions qui étaient en rapport avec le thème. Il y avait des questions qui étaient complètement précisées. Maintenant, ne les oubliez pas. On va faire des messages. On va faire des tests sur nos réseaux sociaux.